vous avez vu donc sur le PowerPoint, ça s'affiche parce que je ne sais pas s'il faut que je touche quelque chose. Non, c'est bon, d'accord. L'entrée sur le marché du travail se fait donc en général plus rapidement. Et évidemment, les taux d'emploi est plus élevé que chez les jeunes urbains. Mais si le taux de chômage est un peu moindre que chez les jeunes urbains, il y a par ailleurs davantage de jeunes ruraux qui sont sans emploi ni formation, NEET, je pense que ça vous parle, selon la terminologie européenne, donc soit 24,4% des jeunes ruraux de 18 à 24 ans contre 20,8% des jeunes urbains. Donc en ce qui concerne l'insertion professionnelle, ce sont les faits marquants que l'on a pu avoir. Il y a par ailleurs au niveau des jeunes ruraux également un impact sur, voilà, je savais bien que je pouvais le faire en plus grand, un impact sur la mobilité. Évidemment que la mobilité est un des grands enjeux dans les territoires ruraux. Ces enjeux, ils sont effectivement financiers. Sur le budget, parce que évidemment, là je ne fais qu'enforcer une porte ouverte, mais avoir une voiture et l'entretenir, évidemment ça coûte cher. Des impacts aussi économiques, notamment sur l'employabilité, car forcément la mobilité permet de répondre à plus d'offres d'emploi, de passer plus d'entretiens et d'avoir accès à plus de formations. Ainsi, il y a 32% des jeunes ruraux qui n'ont pas assisté à un entretien pour un emploi faute de transport, 65% qui disent qu'ils pourraient répondre à plus d'offres d'emploi, 45% des jeunes ayant un CAP qui trouvent un emploi contre 19% d'entre eux s'ils n'ont pas de permis. On a une des conséquences d'une saisine de cette nature-là, c'est qu'on doit après rencontrer les différents ministères. On a donc rencontré le nouveau ministère des Territoires qui nous a posé une question très simple, une fois que l'exposé a été fait, c'était qu'on puisse leur dire quel est éventuellement le point important ou l'action qu'il faudrait avoir auprès des territoires ruraux, des jeunes dans les territoires ruraux. Et avec mon collègue, assez spontanément, on a parlé d'offrir la possibilité aux jeunes de passer leur permis de conduire. On va pouvoir en reparler. Aussi des impacts sociaux et culturels, c'est pas dans un lieu comme ici que je vais vous l'apprendre, même s'il se passe aussi beaucoup de choses quand même dans les territoires ruraux, avec un certain nombre d'antennes, centres sociaux, par exemple MJC, etc. Et évidemment des impacts autour de l'accès aux soins qui sont également importants. Une chose que l'on a pu pointer et qui nous a quand même assez surpris dans les chiffres qui ont pu apparaître. Il y a des inégalités femmes-hommes qui sont plus marquées dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains, avec deux phénomènes sur lesquels effectivement on a nous choisi de s'arrêter. Donc premièrement, on observe une division plus genrée des rôles sociaux dans l'orientation, les loisirs, l'occupation de l'espace public, et notamment plus particulièrement sur l'orientation. Donc les inégalités femmes-hommes sont plus marquées en territoire rural que dans les milieux urbains. Par exemple, dans la voie professionnelle, les jeunes femmes sont particulièrement sous-représentées dans les métiers traditionnellement masculins, comme le bâtiment ou la mécanique, particulièrement surreprésentées dans les métiers du social. Elles sont effectivement également beaucoup plus impactées par le chômage et le temps partiel. Alors dans les fameuses ZRR, parmi les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, 61% sont des femmes contre 50% pour le reste de la France. Et plus impactées notamment aussi par les contrats précaires. Alors ça, ce sont des constats assez rapides, mais vous aurez l'occasion de les retrouver dans les documents. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres parce que c'est peut-être pas ça le plus important. Ça permet de planter un petit peu le décor. Ces quelques chiffres sont aussi à mettre au regard de l'engagement des jeunes dans les territoires, dans ces territoires ruraux. Un engagement assez fort, 18% de jeunes engagés contre 13% de jeunes engagés dans les territoires. Mais effectivement, des points d'attention à avoir qui nous étaient aussi, où le ministre nous demandait effectivement d'avoir un petit peu plus de chiffres, et malheureusement on n'en a pas trouvé beaucoup, parce que ça c'est aussi une autre constante qu'on a pu remarquer. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les jeunes, beaucoup de chiffres qui sont affichés concernant les jeunes, mais sur les tranches d'âge concernées et sur le public rural, on est somme toute assez pauvre.
Donc ça fait partie notamment des préconisations. Donc 18% de jeunes ruraux bénévoles contre 13% dans les villes de plus de 5000 habitants ou dans les grandes agglomérations. Ils se sentent pour beaucoup appartenir à leur lieu de vie. Cependant, effectivement, les jeunes ruraux n'ont pas confiance dans la politique. 92% d'entre eux ne font pas confiance aux politiques. Leur confiance dans le Parlement a chuté terriblement, donc, puisque en 90, la confiance était de 64%, elle est passée à 38% en 2008, alors qu'elle est restée quasiment la même chez les jeunes urbains. Et pour le Parlement européen, 76% avaient confiance dans le Parlement européen en 90 et plus que 50% en 2008. Donc, effectivement, est-ce que ces jeunes ruraux sont pris en compte dans les politiques publiques? Bon, somme toute, on a été obligé de reconnaître que s'il y a une politique de la ville qui est assez ancienne et qui mobilise beaucoup les élus locaux, une politique jeunesse dans les territoires ruraux, elle est bien plus souvent apparentée à la politique enfance-jeunesse et notamment avec les dispositifs portés par les CAF et les MSA. Mais effectivement, quand il s'agit de parler de la jeunesse, les élus locaux sont en général un petit peu plus secs sur le sujet. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire des généralités, hein, mais il me semble avoir entendu que vous attendiez un certain nombre de responsables politiques qui sont peut-être un peu moins au rendez-vous. Donc tout ça pour dire qu'il y a du travail à faire. Il y a eu un travail qui a été fait en Ille-et-Vilaine notamment, qui montre que la jeunesse est inscrite comme une priorité politique dans 9 communes urbaines sur 10, contre seulement 1 sur 4 en milieu rural. Donc une représentation qui est vécue souvent de la jeunesse, souvent vécue négativement par les élus, alors que par ailleurs, il y a quand même un gros travail de fait localement, par exemple avec les PEDT, et dans les préconisations que l'on peut faire, on va effectivement à un moment donné préconiser aussi de s'appuyer sur ces fameux PEDT. Donc voilà, vous voyez, j'arrive assez rapidement aux préconisations et vous voyez quelle est celle que l'on a pu mettre de manière peut-être un peu provocante. En tout cas, je crois que certains ont pu la vivre comme ça. Dire qu'elle est techniquement faisable, on pourra en débattre. D'ailleurs, ça ne nous appartient pas à nous. Mais nous, il nous a semblé effectivement que créer une compétence jeunesse obligatoire dans les communautés de communes qui sont aujourd'hui les bons niveaux d'intervention pour des politiques jeunesse, l'afficher comme ça et l'avoir en termes de préconisation nous semblait être intéressant. Pourquoi? Parce que structurer à un moment donné une action ou les actions des différents acteurs autour de la jeunesse et les coordonner, on pense qu'effectivement, à l'instar d'autres politiques portées par les communautés de communes, cette thématique de la jeunesse mériterait une compétence, et c'est pour ça qu'on l'a affichée comme étant obligatoire. Alors, elle aurait aussi l'intérêt de pouvoir, d'une part, mobiliser les acteurs de manière aussi transversale. Forcément, la jeunesse, c'est l'insertion, c'est le logement, c'est le transport, ce sont les loisirs, c'est l'orientation, ce sont toutes les thématiques qui traversent différentes politiques et compétences qu'ont par ailleurs les communautés de communes. Ce qu'on a, nous aussi, pu remarquer, c'est qu'il existe très peu de diagnostics territoriaux avec relativement poussés qui permettent à un moment donné de pointer les problématiques des jeunes des territoires en question, et il existe encore moins de diagnostics genrés. Donc dans les préconisations, c'était de pouvoir à un moment donné s'appuyer notamment sur tout ce qui a pu être mis en œuvre autour des PEDT, puisque les élus ont à un moment donné fait ce travail-là, et de pousser les diagnostics et la mobilisation sur des tranches d'âge un petit peu plus élevées.
Utiliser également des outils pertinents qui pourraient être, par exemple, je vous l'ai dit, les PEDT, mais aussi mobiliser peut-être un certain nombre d'acteurs. On a parlé, par exemple, des conseils de développement qui existent autour des communautés de communes et des pays. En Bretagne, on a quand même cette très grande richesse de pays. On sait faire, hein, quand il s'agit de se mettre ensemble, on sait faire. Donc pourquoi ne pas s'appuyer sur ces conseils de développement ? Ayant fait partie d'un conseil de développement à un moment donné, moi j'y vois tout l'intérêt. C'est aussi ce qu'on peut vivre à certains autres niveaux autour d'un Césaire ou d'un CESE. Peut-être que les rajeunir un peu, ce serait bien aussi. Parce que, voilà, une fois, il y a un petit peu plus de gens avec des cheveux de la même couleur que moi que des jeunes. Donc la participation des jeunes comme étant effectivement aussi source de réussite. Donc c'est le troisième point, l'implication des jeunes pour les aider, pour les inciter effectivement à élaborer, à participer et à évaluer ces politiques, alors dans un certain nombre de lieux hein, qui restent à définir. Donc voilà très, très rapidement sur cette compétence jeunesse obligatoire. Je ne défile pas tout ce qui peut y avoir derrière, mais il y a effectivement quand même le fait de pouvoir aussi mobiliser des compétences et des connaissances pour aller rechercher des financements. On avait parlé d'un PIA tout à l'heure, quand il y a mobilisation sur un certain nombre de territoires, notamment à travers par exemple des PIA, il y a des choses qui se passent. Le problème que l'on a souvent, c'est que sur ces territoires-là, il y a à un moment donné vraiment une effervescence importante autour d'une thématique, des gens qui se voient et ces sources de solutions. Sauf que quand le financement s'arrête, à un moment donné, effectivement, la dynamique, elle s'arrête. Et c'est en ça qu'on trouve effectivement qu'une compétence de cette nature-là permettrait, d'une part, peut-être aussi de continuer à avoir des financements, mais aussi de continuer à entretenir cette dynamique. Quand on dit implication des jeunes, c'est aussi le recensement des initiatives faites par les jeunes, avec un certain nombre de fonds qui existent pour ça. Alors cette compétence jeunesse, on la voyait aussi s'appuyer autour de ce que nous on a baptisé les campus ruraux de projet. Alors les campus ruraux de projet, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions avec mes collègues du CESE notamment, ou même quand on a eu l'occasion d'en parler dans un certain nombre de ministères. Bon, forcément, ce qui nous a été dit, c'est « Ah ben voilà, vous allez encore créer quelque chose ». Eh ben non, c'est pas ça. Donc les campus ruraux de projet, pour nous, c'est bien effectivement, à un moment donné, de mettre les conditions pour créer effectivement de la synergie entre les acteurs et les actrices d'un territoire. Alors, ça peut s'appuyer sur des lieux existants. Il y a des centres sociaux, il y a des MJC, il y a des missions locales, il y a des associations assez structurées dans des territoires. Il y a beaucoup de choses. Par contre, effectivement, à un moment donné, il peut y avoir morcellement des actions. Moi, je le dis, par exemple, assez facilement, une chambre d'agriculture a forcément des antennes locales. Forcément, puisque les agriculteurs, à un moment donné, vont vers ces antennes pour des créations de projets, pour du conseil, pour du développement. Je pense, et je le sais, puisque il se trouve que j'ai eu 20 ans d'exercice dans le secteur social avant de m'installer depuis 15 ans maintenant agricultrice. Donc je sais que les chambres d'agriculture, dans un certain nombre de territoires, ne parlent pas forcément beaucoup avec l'association de jeunes du secteur ou avec la mission locale du secteur ou avec les groupes de... Voilà. Maintenant, il s'agit simplement à un moment donné de mettre les gens en mouvement et effectivement de les rassembler autour d'une thématique comme celle-là. Donc cette idée du campus rural de projet, c'est bien une mise en synergie, c'est bien effectivement d'aller chercher des financements supplémentaires, et c'est de trouver vraiment là où les structures, parce que des fois ça peut être deux structures, il ne s'agit pas de dire c'est l'une à la place de l'autre, mais c'est bien effectivement de mettre tous les acteurs concernés par la jeunesse sur un territoire donné, alors peut-être physiquement dans un même endroit. Si ce n'est pas possible, de toute façon, au moins, en tout cas, ce qu'ils puissent travailler en réseau.
Donc voilà, il y a aussi autour de ces campus ruraux, par exemple, le fait de favoriser les services civiques en milieu rural. Il y a aussi autour de ces campus ruraux, peut-être parce qu'ils seront repérés à un moment donné, le fait d'avoir plus de liens entre les universités et les territoires ruraux, de façon à pouvoir répondre à la question à un moment donné, de moins de jeunes des territoires ruraux qui vont vers l'enseignement de second et troisième cycle. C'est développer aussi les mobilités européennes, puisque on a par ailleurs dans les travaux aussi bien noté que la mobilité ça s'apprend, mais qu'il faut peut-être aussi des lieux pour porter ce type de mobilité, et en tout cas aider les jeunes à construire les projets et le faire avec eux et pour eux. Enfin, donc la compétence, les campus, et pouvoir avoir en fait des pactes jeunes ruraux à travers notamment les contrats de ruralité. Alors ce que je dis là, c'était valeur début 2017. Entre-temps, il y a eu des élections, entre-temps, il y a des changements, mais on peut penser quand même que si ça ne s'appelle pas contrat de ruralité, ça portera peut-être un autre nom, mais qu'à un moment donné, la ruralité soit prise en compte dans un certain nombre de politiques publiques. L'idée, c'est bien de pouvoir introduire la prise en compte des jeunes dans un certain nombre de ces contrats-là. Contrats de ruralité, peut-être vous connaissez d'ailleurs même mieux que moi, ont beaucoup été mobilisés, notamment sur de l'investissement. Nous, il nous semblait important qu'il puisse y avoir une partie ingénierie qui est prévue, hein, et qui soit mise en place pour pouvoir porter des projets.